Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal de 15 heures. Voici les titres de cet après-midi. Le chef de la diplomatie a présidé les assises annuelles. Aux nouvelles mondiales, Gaza, malgré l'arrivée de l'aide humanitaire par la mer, la nourriture manque toujours. C'était les titres, mesdames et messieurs, les détails de ce journal. Je vous le disais dans les titres, la traditionnelle réunion annuelle sur le dialogue politique de cette année 2024 entre la République de Djibouti et l'Union européenne a eu lieu aujourd'hui, dimanche, sous la coprésidence du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale et porte-parole du gouvernement, M. Mohamed Ali Youssouf, et de l'ambassadrice de l'Union européenne à Djibouti, Mme Sylvie Tabès. Le dialogue politique annuel entre Djibouti et les États membres de l'Union européenne s'est tenu dans la salle de conférence de l'Institut des études diplomatiques. Cette réunion a vu la participation du ministre de l'économie et des finances, M. Ilyas Moussa Dewale, et de nombreux ambassadeurs de l'Union européenne accrédités à Djibouti, dont certains sont installés à Addis Abeba. Les thèmes évoqués couvrent tout le domaine important de la coopération entre l'Union européenne et la République de Djibouti, à travers plusieurs accords de partenariat et touchent les domaines politiques, économiques, sociaux, ainsi que les préoccupations sécuritaires dans la région et dans le monde. Lors de son intervention, l'ambassadrice de l'Union européenne à Djibouti, Mme Sylvie Tabès, a souligné que la coopération entre l'Union européenne et Djibouti continue à se développer davantage année après année. Nous avons le plaisir de nous revoir un an plus tard au dialogue de partenariat entre deux bons amis et alliés, Djibouti et l'Union européenne. Une fois de plus, nos relations se sont renforcées et approfondies au cours de cette année. Je suis honorée et heureuse d'assister à ce processus et, oserais-je le dire, d'y contribuer. Lorsque nous nous sommes réunis ici il y a un an, les choses étaient un peu différentes. Cela semble loin maintenant. Vous conviendrez probablement tous avec moi que ce fut une année pleine de changements et de rebondissements surprenants. Qui aurait pu s'attendre, en mars 2023, à ce que la situation sécuritaire dans la région change si radicalement en quelques mois seulement? Et malgré tous les événements qui se déroulent autour de Djibouti, et dont nous aurons sûrement le temps de parler plus en profondeur aujourd'hui, notre pays d'origine, et si je peux me permettre, avec votre permission de me l'appliquer à moi-même, est resté sûr et stable. Je parle de Djibouti, bien sûr. En soi, cela aurait déjà pu constituer une grande réussite. Néanmoins, ce que j'ai appris au cours de mon mandat ici en tant qu'ambassadrice de l'Union européenne, c'est que le niveau d'ambition de ce pays est toujours très élevé. Dans son intervention, le ministre de l'économie et des finances, M. Ilyas Moussa Dewale, a mis en exergue que la situation actuelle sur le trafic maritime arrive à se normaliser par rapport aux 2 derniers mois. On écoute Ilyas Moussa Dewale. Est caractérisé par un phénomène de prédominance d'un seul secteur d'activité, notamment le secteur des services et principalement portuaire, avec un partenaire important, je dirais quasi, pour le moment en tout cas en proportion, le plus important, c'est l'Éthiopie. Et donc, le contexte de fragilité connu en Éthiopie ces dernières années, vous conviendrez avec moi que cela a eu également raison donc, de l'évolution de l'économie de Djibouti. Nous sommes actuellement donc en voie de réflexion, d'évaluation dans un premier temps d'un plan quinquennal, deuxième de sa génération, qui va bientôt donc prendre fin à la fin de cette année. Et donc nous avons commencé à procéder à l'exercice d'évaluation de ces plans
qui était combiné d'un plan de relance lié au choc extérieur dont j'ai parlé, le phénomène inflationniste, cette inflation importée notamment de la crise de l'Ukraine, mais également de Covid. Djibouti, comme beaucoup de pays africains en voie de développement, était en train de sortir très difficilement et lentement de ces différents chocs. Quant au ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Mahmoud Ali Youssouf, s'est félicité de la mise en œuvre de l'accord de Cotonou, la pierre angulaire de la coopération entre l'Union européenne et la République de Djibouti. Et voici ses propos. Cette traditionnelle rencontre, qui est celle, cette année, on l'appelle le dialogue de partenariat. Et je crois que c'est un des résultats de ce nouvel accord de Samoa, qui a eu du mal, qui a pris une longue période de gestation, et qui est en train de se mettre tranquillement en place, même s'il y a encore, je dirais, beaucoup de travail à faire pour parvenir à sa ratification. Nous sommes, comme vous le savez tous, dans une phase donc de transition. Son application, en tout cas, est dans une phase de transition et nous espérons que nous allons pouvoir donc aller de l'avant dans les mois à venir. Je tiens également à remercier sincèrement les partenaires que vous êtes de l'Union européenne qui honorent donc de votre présence cette importante réunion. C'est un moment d'échange, d'interaction et de compréhension des défis et des enjeux qui font avancer notre action commune pour la paix et le développement. Nous restons persuadés que cet exercice nous donne aussi l'opportunité de réaffirmer nos centres d'intérêt et de partager nos préoccupations sur l'état du monde. Excellences, Mesdames et Messieurs, la signature de l'accord de Samoa, le 15 novembre 2023, a marqué une étape significative dans notre partenariat, articulé autour de 3 piliers essentiels, qui sont donc, premièrement, les relations économiques et commerciales, le développement inclusif et durable, et, bien entendu, le dialogue de partenariat. En effet, ce 3e pilier, objet de notre rencontre aujourd'hui, offre un cadre propice aux échanges de haut niveau pour discuter des questions clés convenues d'un commun accord, notamment en matière de politique nationale, de partenariat économique, ainsi que de géopolitique régionale et internationale. Au cours des dernières années, la coopération entre la République de Djibouti et l'Union européenne a connu une accélération significative. Donc, dans l'actualité nationale, comme dans tous les pays du monde musulman, à Djibouti, la ville est nocturne. Durant le mois sacré du Ramadan, la nuit est plus festive que la journée. À Tadjoura, après la rupture du jeûne, les rues sont d'un seul coup noires de la population. Les commerces ouvrent grand leurs portes. Les gens semblent sortir de nulle part. L'ambiance de joie suffit qui résonne à chaque ruelle de Tadjoura. Les enseignes lumineuses des magasins et les klaxons des voitures donnent chaque soir plus de couleurs à ces nuits de Ramadan. Les magasins ont tenu à suivre le rythme des besoins de la région de Tadjoura et nous avons travaillé dans ce cadre pour alléger le fardeau, a-t-il dit un des commerçants, en fournissant toutes les exigences et fournitures afin que les habitants n'aient pas à se rendre dans la capitale pour répondre à leurs besoins. D'autre part, au bord de la mer à Badaf de Tadjoura, les activités commerciales des jeunes illuminent ici les cafés, le thé pour digestion de aftour, les plats pour dîner et suhour tels que le riz au poisson, des galettes pour les jeunes vendeuses et vendeurs de café, ainsi que le dîner et suhour sont satisfaits de leur petit commerce de mois de Ramadan qui leur apporte des revenus.
Dans les quartiers stratégiques de la capitale, une vision novatrice de l'emploi s'est concrétisée à travers l'émergence des cabines téléphoniques autonomes en énergie. Voici un mag de la rédaction. Dans les quartiers stratégiques de la capitale, une vision novatrice de l'emploi s'est concrétisée à travers l'émergence de cabines téléphoniques autonomes en énergie. Positionnées stratégiquement près de la poste Djibouti dans l'arrondissement 1, en face de l'UNFT, à la place Hayabley, à la place PK12 et à Cheikh Moussa, ces cabines sont devenues des points d'attraction particulièrement fréquentés aux heures de pointe. Elles proposent une gamme de services de proximité allant du dépôt à l'achat de cartes téléphoniques en passant par le transfert d'argent dans la région de l'intérieur via D-Money, ainsi que d'autres services comme l'impression ou la copie de documents. Pour les jeunes souvent confrontés aux défis du marché du travail, ces cabines offrent une opportunité unique de travail et d'autonomie. Cependant, cette initiative va bien au-delà de la simple création d'emplois. Elle symbolise le début d'une nouvelle ère dans la lutte contre le chômage des jeunes, notamment, et ceux en situation d'handicap et les vulnérables. Évoquant la transformation digitale du pays, ces cabines permettent la transformation de la monnaie fiduciaire en monnaie électronique, offrant ainsi des opportunités financières aux jeunes chômeurs. Effectivement, ces cabines polyvalentes vont au-delà de la simple création d'emplois. Elles symbolisent une vision novatrice et inclusive de l'intégration des jeunes sur le marché du travail. Cette initiative, soutenue par un fort engagement envers la responsabilité sociale des entreprises, incarne un exemple noble. La direction de D-Money de Djibouti Telecom, à l'initiative de ce projet en partenariat avec le programme des Nations Unies pour le développement, ouvre la voie aujourd'hui en recyclant ces cabines téléphoniques pour le bien-être de la population. Les cabines téléphoniques jadis omniprésentes dans nos rues et désormais reléguées au statut de reliques d'une époque révolue ont été loin de sombrer dans l'oubli. Au contraire, elles ont été réinventées, métamorphosées en symboles vibrants de durabilité et d'engagement envers la communauté. Grâce à une vision audacieuse et à un effort concerté, ces cabines d'une autre époque ont été recyclées et revitalisées pour répondre aux besoins contemporains. Dotées de technologies autonomes en énergie, elles sont devenues des points d'accès multifonctionnels et multiservices. De plus, c'est le contexte actuel de la transformation digitale du pays que les cabines téléphoniques autonomes représentent une étape significative. Elles incarnent une fusion innovante entre les technologies numériques et les services de communication traditionnels. En permettant la transformation de la monnaie fiduciaire en monnaie électronique, ces cabines jouent un rôle crucial dans la modernisation des transactions financières. Cette transition vers la monnaie électronique reflète l'engagement du pays à adopter les dernières avancées technologiques pour répondre aux besoins changeants de sa population. En outre, cette transformation digitale favorise l'inclusion financière en offrant des alternatives aux méthodes de paiement traditionnelles. Pour les jeunes chômeurs, notamment ceux en situation d'handicap ou vulnérables, l'accès aux services financiers électroniques peut représenter un moyen pour gérer leurs finances et participer pleinement à l'économie. Cette évolution témoigne de la volonté du pays de garantir que chaque membre de la société bénéficie des opportunités offertes par la révolution numérique. Aujourd'hui, ces cabines recyclées ne se contentent pas d'être des vestiges ressuscités du passé. Elles incarnent également la transition vers une société numérique, plus inclusive et connectée. Leur rôle dans la transformation digitale du pays va bien au-delà de la simple prestation de services. Elles représentent une passerelle vers l'avenir, où l'accès à la technologie et aux services financiers est accessible à tous, indépendamment de leur situation socio-économique. Sport à présent, je vous emmène direction Ghana, où, accompagnés de leur entraîneur, M. Hassan Saïd, les athlètes djiboutiens ont posé aujourd'hui le pied à Accra, capitale du Ghana, prêts à participer aux 13e Jeux africains. 6 athlètes, dont 2 filles, vont concourir et défendre ainsi les couleurs de Djibouti dans les différentes épreuves d'athlétisme. De leur arrivée, nos valeureux athlètes ont été chaleureusement accueillis par les responsables des missions, M. Mustafa Ibrahim et M. Jama Herse, leur permettant ainsi de se sentir soutenus et encouragés dans cette aventure. Le 18 mars prochain marquera le début de leur participation, où ils feront leur entrée en lice avec détermination et passion. Au nom de toute la nation, nous leur adressons le plus sincère vœu de réussite et de performance. Que cette compétition soit l'occasion pour nos athlètes de repousser leurs limites et de faire briller les couleurs de Djibouti sur la scène sportive africaine.
On écoute la réaction de l'entraîneur Hassan Saïd. Aujourd'hui, le 16 mars 2024, nous venons d'arriver à Accra, capitale du Ghana, pour participer au 13e jeu africain. Les athlètes sont composés de M. Mohamed Ismail Ibrahim Di Fatah. En ce premier vendredi béni du mois, béni du Ramadan du 15 mars 2024, la sous-direction régionale du secrétariat d'État chargé du sport, en collaboration avec l'association de bienfaisance sociétale, a lancé le tournoi du Ramadan. En présence des autorités locales de la région de Tadjoura, à savoir le vice-président du conseil régional, le doyen Hassan Hussein, le président de l'annexe de RPP Ali Gadile, le chef de quartier Harar, le directeur de l'école 4, la sous-directrice régionale ainsi que les proches collaborateurs. Cette compétition de football qui met en liste 12 équipes est une tradition annuelle de la sous-direction du secrétariat d'État chargé des sports. Un tournoi qui est un moyen de distraction pour animer le mois du Ramadan, aussi bien pour les joueurs et le public amoureux des activités sportives. Le premier match du tournoi opposait l'équipe de El Amor entre l'équipe de Madrasa, offrant un beau spectacle tant sur le plan sportif et animation du public. Les activités sportives prévues tout au long du mois de Ramadan animeront tous les après-midi sur les 3 sites aménagés pour cette compétition. La sous-direction régionale exhorte toutes les équipes participantes à avoir un esprit de fair play durant toute cette compétition. Aux nouvelles mondiales à présent, je vous l'ai dit dans les titres, au moins 36 personnes ont été tuées dans une frappe aérienne israélienne qui a détruit une maison abritant des Palestiniens déplacés dans le camp des réfugiés des Nusrat, situé au centre de Gaza. Le porte-parole du ministère de la Santé du territoire gouverné par le Hamas ajoute que plus de 100 personnes avaient été tuées au cours des dernières 24 heures. Les témoins ont également fait état de frappes aériennes et de combats à Khan Younes, la principale ville de Gaza, dans le sud. Plus de 2 tiers de victimes étaient des femmes et des enfants, selon le registre de l'hôpital des martyrs d'Al-Aqsa, dans la ville centrale de Raqqa. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a prouvé que le plan militaire pour une opération à Rafah, où la majeure partie de la population de Gaza, dévastée par la guerre, a trouvé refuge. Rafah est le dernier grand centre de population qui n'a pas encore été soumis à un assaut terrestre. À ce jour, au moins plus de 31 500 Palestiniens ont été tués et plus de 73 500 blessés depuis le début de l'offensive israélienne sur Gaza. Autre actualité internationale, dans cet abri pour familles déplacées de la capitale de Port-au-Prince, des centaines de personnes se battent pour avoir à manger. La situation est critique selon Jean-Martin Bauer, le directeur du Programme alimentaire mondial pour Haïti, qui alerte sur l'une des crises alimentaires les plus graves du monde. Près de 45% de la population haïtienne se trouve dans une situation d'insécurité alimentaire aiguë. La violence terrifiante des gangs antigouvernementaux qui affrontent la police dans les rues a paralysé l'économie et aggravé une situation déjà très difficile avec 15 000 personnes supplémentaires déplacées au cours du premier week-end de mars, ce qui porte à 360 000 le nombre total de nombre déplacés en Haïti selon les Nations Unies. Malgré une apparente accalmie de la violence ces derniers jours, les gangs contrôlent toujours 80% du territoire de la capitale. Outre les difficultés et les dangers liés à la distribution de nourriture dans des rues qui ne sont toujours pas sécurisées, la fermeture des ports et des aéroports suscite des inquiétudes car elle pourrait perturber encore davantage l'acheminement des vivres. C'est tout pour ce journal de 15h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.